Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Aujourd'hui, Bangui-Wood vous emmène à la rencontre de Monsieur Charles Armel Douban qui est avec nous pour nous parler de ses indignations et de la situation actuelle en République centrafricaine. Monsieur Douban, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu au public centrafricain? Qui êtes-vous? Je suis Charles Armel Douban, ambassadeur représentant permanent de la République centrafricaine aux Nations Unies en fin de mission. Et j'ai eu à occuper plusieurs postes à responsabilité dans notre pays. Et comme tout compatriote, comme tout cadre, j'ai à me prononcer sur la situation et le devenir de notre pays. Alors vous savez que cette semaine est quand même dure en événements chez nous. On sait que les différents chefs d'État étaient invités à l'Élysée. Alors est-ce que c'est une coïncidence qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, les morts qu'il y a eu jeudi dernier, la nuit dernière, coïncide justement avec la résolution de l'ONU? Non, dire la chose comme ça, c'est comme si c'est une crise qui a éclaté du jour au lendemain. Non, vous savez que la République centrafricaine traverse une période difficile depuis pratiquement 2 décennies. Nous avons connu dans les années 96-97 les mutineries et ensuite nous avons eu le changement intervenu en 2003 avec les élections acceptées, contestées. Ensuite, nous avons eu le tournant du 10 décembre 2012 qui nous a conduit au changement du 24 mars 2015. Et donc, la République centrafricaine est dans une crise à répétition. Donc c'est pas une coïncidence qui s'est passé jeudi dernier? Les événements, vous voulez dire, je ne suis pas devin, je ne suis pas Dieu pour savoir exactement s'il y a une coïncidence ou pas, mais ce qui est sûr, à la veille de la résolution, ou au matin de la résolution, des événements se sont produits et se produisent encore parce que ça n'est pas encore fini, puisque... Donc on doit s'attendre encore à des attaques, Non, ça n'est pas fini en ce sens que la violence n'a pas été stoppée. Même si, après la résolution d'hier, la déclaration du chef de l'État français qui mettait en œuvre, enfin qui prenne la décision de l'effectivité de la mission Sangaris, le déploiement ne s'est pas encore complètement fait, parce qu'on attendait une feuille de route qui est arrivée, Dieu merci, et donc qui permettrait à cette opération d'être effectivement sur le terrain pour permettre cette mission de sécuriser, de stabiliser et de pacifier Bangui avant de se déployer à l'intérieur. Et donc, c'est une opération qui va aller pratiquement crescendo. Je comprends parce que la réaction de mes compatriotes dans cette période très douloureuse, et surtout le peuple, parce qu'ils ne comprennent pas, ils se disent les Français arrivent, ils sont là, mais finalement, il n'y a rien. Dire ça comme ça, c'est quand même oublié, mais je les comprends, mais je les comprends parce que... Il n'y a pas la sécurité. Mais, naturellement, mais en même temps, les hommes sont là, le matériel se déploie, ils le voient. Mais vous savez, quand vous êtes dans une situation de ce genre-là, effectivement, vous avez immédiatement besoin d'être sécurisé, d'être assisté. Mais c'est sans comprendre que c'est une procédure extrêmement lourde à déployer immédiatement. Et donc, ça prend du temps. C'est toute une organisation derrière. C'est toute une méthode. Et ça ne peut pas, du jour au lendemain, effectivement, avoir une pleine effectivité comme si c'était pensé. Et puis, vous savez que la configuration de la République centrafricaine n'est pas facile. L'opération Serval a été montée en 6 heures de temps. Mais sur la RCA, ça a pris plusieurs jours, parce que nous avons des infrastructures qui ne correspondent pas à tout cela. Donc, je crois que tout en supportant, je ne demande pas à mes compatriotes d'être stoïques, mais au moins, pour cette fois-ci, il y a du monde, il y a du matériel qui se déploie progressivement, et je suis sûr que dans les jours à venir, la sécurité reviendra à Bangui.
Très bien. Est-ce que vous pensez que les Français auraient dû intervenir plus en amont? Plus tôt. Mais, comme tout bon centrafricain, je suis de ceux qui pensent que l'opération pouvait être menée il y a longtemps parce que la situation s'est liquéfiée jusqu'à s'aggraver. Mais il vaut mieux intervenir maintenant que de ne pas intervenir du tout. Alors, parlons justement de ces forces qui frappent chez nous. On parle de Seleka, on parle d'Anti-Balaka. Savez-vous qui se cache derrière Seleka et les Anti-Balaka? Qui se cache derrière Seleka? Non. Seleka est connu. Seleka, c'est le support militaro-politique du pouvoir actuel. Hein, c'est Seleka qui a porté au pouvoir le président Doutodia. Donc, au moins, ça, c'est connu. Avec d'autres figures qui ont dû évoluer justement. Non, je ne veux pas entrer dans les détails, mais au moins, nous savons qui est-ce que Seleka. C'est un groupe hétéroclite de 4 rébellions qui se sont mis en une structure qu'on appelle Seleka et leur représentant qui a été choisi comme président est M. Diotodia. Donc à partir de là, Seleka c'est connu. Ça a été dissous. Maintenant, Anti-Balaka, je ne pense pas que ça répond d'un commandement comme ça a été le cas de Seleka. Parce que Anti-Balaka, si mes souvenirs sont bons, et au regard de ce qui se passe, ce sont des milices des villes conquises où l'instabilité, l'insécurité, les viols et les autres violations de droits de l'homme sont assez massives, ont été commises. Et du coup, ça a créé une sorte d'instinct de conservation et de dignité. Vous savez, les gens ont été, par ce qui s'est passé, sommés. Et ils ont pris conscience, après tout ce qu'on fait, pour dire, mais après tout, on est quand même chez nous. Et c'est comme ça, les gens ont commencé à s'organiser pour pouvoir s'autoprotéger, défendre leurs biens, leurs intérêts et leur vie. Et donc, à partir de là, vous savez, dans ce genre d'événements, il y a toujours des récupérations. Hein, parce que ça prend une tournure. Mais en même temps, moi, je dis que c'est un mouvement de réaction, de primauté de la recherche, de la primauté de la dignité, et donc pour s'autoprotéger et s'autodéfendre. Et donc, maintenant, dans leurs actions, ça peut s'organiser progressivement pour devenir peut-être une action militaro-politique. Ça, je ne peux le dire. Justement, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas sur le terrain. Oui. Vous êtes parti à partir de quand exactement de la République centrafricaine? Pourquoi ce choix de ne pas être dans le pays? Mais je ne peux pas être dans le pays parce que j'étais en poste, et je le suis encore, à New York, où je représente la République centrafricaine aux Nations Unies. Et jusqu'à ce qu'effectivement mon successeur ne prenne poste. Donc je suis là-bas. Vous savez très bien que la République centrafricaine n'est pas forcément présente en République centrafricaine, elle doit être partout dans le monde. Et donc je suis un peu de cette diaspora centrafricaine au service de la République centrafricaine interne. Mais j'étais à Bangui quand les événements sont passés, le changement. Vous avez proposé un poste de ministre des Affaires étrangères? Oui, et que j'ai... Vous n'avez jamais pris ce poste? Non, j'ai renoncé à ce poste simplement parce que, comme je le dis, je ne connaissais ni la Seleka, encore moins ses idées, premièrement. Deuxièmement, dans les conditions où ce choix, où cette nomination a été faite, ça n'était pas dans les règles de l'art. Parce que j'étais à Paris, je n'étais pas consulté et je ne pouvais pas comme ça. Et c'est vrai que toutes les responsabilités que j'ai eu à assumer, j'ai été nommé à partir de l'étranger. Comme cette fois-ci aussi. Mais par le passé, les gens ont eu l'amitié de me prévenir, de discuter avec moi pour avoir au moins mon opinion sur ce que je pensais par rapport à ce poste-là. Enfin, je suis arrivé en France après un séjour au pays dans des conditions très difficiles, puisque j'ai été victime du 24 mars. Et donc, je me suis retrouvé à Paris et hospitalisé. Et c'est le dimanche de Pâques que j'ai été informé que j'étais le ministre. Enfin, donc, dans cet état de maladie, et mes médecins m'ont consulté et m'ont demandé effectivement de prendre conscience de mon état de santé. Et j'ai discuté pour terminer avec mes enfants, mes amis, et moi j'ai tiré la conclusion que dans les conditions actuelles, quelles que soient effectivement les
le bonheur que pouvait procurer ce poste, ou l'aisance matérielle et financière, je ne sais pas, pouvait apporter ce poste, le carnet d'adresse. Mais j'ai préféré effectivement renoncer à cela. Et comme la situation de nos pays était, et continue de l'être d'abord, d'ailleurs, catastrophique, j'ai demandé et obtenu du Premier ministre de continuer à servir la République centrafricaine aux Nations Unies parce que je pouvais être ministre des Affaires étrangères, je faisais le tour du monde où malheureusement les portes étaient fermées à toutes les portes étaient fermées à la République centrafricaine et il ne restait que les Nations Unies que je maîtrisais mieux parce que j'étais le président du groupe africain pour la première fois depuis les indépendances. Du 15 novembre au 31 décembre 2012. Donc je ne suis pas un ambassadeur inconnu. Et à partir de là, sachant bien que la seule tribune qui s'offrait à la République centrafricaine et sachant également que le règlement de la crise centrafricaine ne pouvait passer que par les Nations Unies, comme ça s'est déroulé hier, donc connaissant les rouages et les arcanes des Nations Unies, c'est le seul endroit où je pouvais apporter un plus à mon pays et à mon peuple qui était dans un contexte particulier. Et c'est ce que j'ai fait jusque-là, jusqu'à ce que effectivement, il y a quelques mois, les nouvelles autorités aient décidé de mettre fin à mon mandat. Malheureusement, mandat qui a du mal à s'achever parce que la procédure pour ma succession a été mal faite, ce qui fait que mon successeur est bien parti à New York. Il est resté pratiquement 1 mois et demi où il a séjourné d'hôtel en studio et puis après, il n'a pas pu obtenir ce qu'il fallait pour pouvoir entrer aux Nations Unies et être accrédité. Résultat, il ne pouvait pas trouver mieux que de rentrer à Bangui, ce qu'il a fait. Alors, dans ces conditions, à partir du moment où c'est moi qui suis encore accrédité aux Nations Unies, en dépit du texte de Bangui, donc j'ai géré les affaires courantes et j'essaie de faire de mon mieux pour garder cette présence centrafricaine. J'ai pu me déplacer de New York pour séjourner, comme en ce moment à Paris, pour laisser, parce que mon successeur était déjà là, l'administration centrafricaine régler le problème. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et donc, je ne puis laisser ce vide comme ça. Par conscience nationale, par devoir national, dans un contexte particulier pour mon pays, je fais encore ce sacrifice de conduire au mieux justement les intérêts de la République centrafricaine, mais pas du régime en tant que tel, mais de notre pays, de cette présence du peuple centrafricain aux Nations Unies, pour que effectivement la lumière soit faite sur ce qui se passe en notre pays et que les gens volent à notre secours pour nous aider à avancer. Voilà. Très bien. Un dernier petit mot, est-ce que sur justement les États-Unis, comment ils voient la République centrafricaine? Les États-Unis considèrent la République centrafricaine comme un pays ami. C'est un pays qui est situé dans une zone géostratégique importante. Les États-Unis, même si d'aucuns disent qu'on a une mauvaise politique ou gestion de la situation africaine, ce qui est totalement faux. Ce pays ami est là, combat la LRA aux côtés des forces africaines et aujourd'hui participe au financement de la MISCA qui se déploie en ce moment chez nous. Et donc, du fait effectivement qu'il y a un nouvel État qui a été créé il n'y a pas très longtemps, mais où les États-Unis ont mis beaucoup de moyens de volonté pour sa création. Je vais parler du Sud-Soudan, qui est mitoyen de la RCA. Je crois que les États-Unis ne peuvent que soutenir la République centrafricaine parce que de la paix en République centrafricaine dépend la stabilité, la consolidation du jeune État sud-soudanais de la sous-région, parce que la RCA, n'oubliez pas, c'est aussi la porte sur l'Afrique australe et l'océan Indien. Et donc, les Américains sont présents sur le territoire national parce qu'il y a une centaine de conseillers qui sont basés à Obo et qui... On a entendu dire qu'ils ont refusé d'envoyer des casques bleus. Où les États-Unis n'ont jamais... De toute façon, il n'y a pas de casque bleu en Centrafrique pour l'instant.
il y a une force africaine, mais qui est d'abord sous-régionale, donc MICOPAX. Ensuite, cette force va être ouverte certainement à d'autres États des autres sous-régions africaines. Et il y a effectivement un détachement français qui est maintenant de 600 hommes, mais qui va passer à 1200 hommes la semaine prochaine. Et à terme, il y aura, c'est en fonction de l'évolution du contexte, cette mission va se muer en une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Et donc, à partir de là, on pourrait parler de casque bleu onusien. Donc, plus tard, et donc, voilà. Et dans ce maintenant. contexte-là, si on faisait appel aux États-Unis pour une contribution, ben, je crois que les États-Unis examineraient à la lumière également de ces possibilités, de ces capacités. N'oubliez pas que les États-Unis sont aussi en guerre ailleurs, sur d'autres théâtres d'opération. Très bien, merci. Alors maintenant, on a entendu dire que vous allez créer votre parti. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je vais créer un parti, mais vous m'informez. Pourquoi faire? Vous n'êtes pas au courant? Pourquoi faire? Vous m'informez. Pourquoi faire? Il y a pratiquement 70 partis en République centrafricaine. Et aujourd'hui, avec toute cette confusion, vous voulez que j'ajoute à la confusion? Donc là, vous êtes en train de nous dire que vous vous battez au quotidien pour la République centrafricaine, mais vous n'avez pas de vue politique. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai répondu par rapport à la création ou non d'un parti politique. C'est peut-être pas créé, mais vous avez peut-être l'intention. Je n'ai pas l'intention de créer un parti politique parce qu'il y en a beaucoup trop en ce moment. Si je devais agir pour la République centrafricaine, je présenterais à mes compatriotes un projet et je suis sûr que j'en ai la capacité de pouvoir le faire. Et autour de ce projet, on fédérerait les volontés, on les présenterait à la République centrafricaine, donc à nos compatriotes pour le faire. Mais dire d'emblée que M. Douban va créer un parti politique, je ne pense pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour et je ne suis pas sûr de le faire. Alors, comment vous imaginez la République centrafricaine dans 5 ans? La République centrafricaine dans 5 ans sera ce que veulent et pensent les Centrafricains justement de cet État-là. Parce qu'il est important pour que les Centrafricains aujourd'hui, même si il y a un accompagnement de la communauté internationale, les Centrafricains doivent prendre leurs responsabilités, leur destin en main pour pouvoir se tracer ou se frayer leur propre schéma d'avenir. Vous dites les Centrafricains, vous parlez de moi qui? Compris, bien sûr. Moi compris, puisque les Centrafricains, c'est le Mais peuple. ceux qui souffrent actuellement, ceux qui n'ont pas les moyens, comment ils Mais peuvent justement, s'en sortir? c'est à nous les élites de pouvoir organiser cette situation, fixer un cap, dessiner les contours d'un autre État où il ferait bon vivre. Je crois que ça, c'est le rôle, de l'élite. Et à mon sens, ce qui est important aujourd'hui, c'est que on se pose des questions pour dire clairement, 53 ans après, au regard du bilan, faut-il continuer avec les schémas traditionnels? Faut-il continuer avec les mêmes hommes qui ont montré leur force et faiblesse, qui ont montré leurs forces et limites? Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les Centrafricains réfléchissent pour sortir des schémas nouveaux, des options nouvelles, pour se fixer un autre cap complètement différent, mais surtout avec des hommes nouveaux. Mais concrètement, quelles sont vos solutions aujourd'hui qui pourraient justement commencer à aider la République centrafricaine? La première de solution pour moi, je l'ai fait en étant diplomate, en étant cadre centrafricain, en faisant le maximum de ce que je pouvais faire pour attirer la communauté internationale sur la crise centrafricaine. Et cette crise centrafricaine devait être réglée pour ramener d'abord la sécurité, la paix et la stabilité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Quand tu es arrivé aux Nations Unies il y a 2 ans et demi maintenant, c'était un pays qui était oublié. On ne connaissait pas où c'était. On ne savait pas qu'il y avait une crise, mais aujourd'hui,
c'est n'eût été ce qui s'est passé hier soir à 22h45, la RCA est à la une des préoccupations internationales. Et ça, ayant réglé ce problème, donc... C'est un travail de fond qui a été fait, d'où et aujourd'hui... justement, aujourd'hui, il y a un résultat. Et ce résultat est que, je vous disais tout à l'heure, vous avez des hommes en République centrafricaine qui sont venus pour porter assistance, sécurité, stabilité à un pays. Et donc, à partir de là, puisque l'État s'est effondré, vous savez qu'en dehors du semblant d'État et d'administration de Bangui, il n'y a rien en province. Puisque le rouleau compresseur Séléka, lors de son avancée, a tout détruit sur son passage. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'État civil. Et donc, aujourd'hui, tout ça était dans d'une construction dynamique que, avec un certain nombre de partenaires, nous avons conçu pour essayer d'abord d'amener la sécurité, déployer les Nations Unies à l'intérieur, ce qui rassurerait les fonctionnaires pour pouvoir se déployer à l'intérieur. Ça va également rassurer les compatriotes qui sont en brousse de sortir, revenir dans leur village et ville, même si ça a été incendié, mais au moins revenir déjà. Cette présence sécuritaire va créer les conditions aux humanitaires de porter assistance à ces populations qui reviennent de la brousse. Et après, vous voyez, donc de fil en aiguille, sécurité revenue, population qui revient, l'administration commence à revenir, les opérateurs économiques et les infrastructures sociales de base vont commencer à fonctionner et on va commencer aussi à reconstituer notre état civil, peut-être par des audiences foraines, je ne sais pas, mais il y aura des mécanismes pour le faire. Moi, je m'étais inscrit dans cette logique-là pour pouvoir recréer l'État. Quand l'État sera recréé, au même moment, on va commencer à aller vers le processus électoral. Donc, et l'aboutissement, c'est les élections. Et si je devais venir vers mes compatriotes, donc, qu'est-ce que je vois pour la RCA? J'ai un projet que je voudrais partager avec des compatriotes le moment venu et que ce soit porté par le meilleur ou bien la personne apte à porter ce projet, fondé sur 4 piliers. Le premier pilier, donc, à partir du moment où cette situation sécuritaire s'arrange, puisque la MISCA a 4 missions. Il faut que ce soit très clair. La première mission, c'est la sécurisation de Bangui, la pacification du territoire centrafricain, c'est sa participation au DDR-RSS, et la 4e, c'est aider, appuyer la formation des FACA, et donc qui prendront le relais ou la relève le moment venu. Et donc, vous voyez, quand on a ce rudiment d'État, maintenant, on peut commencer à bâtir quelque chose sur cette base-là. Et pour moi, donc, il y aura un État maintenant qui naîtra des cendres de ce qui se construit en ce moment, qui va reposer sur 4 piliers. Le premier pilier va porter, selon moi, sur les institutions, parce que quand on parle de la RCA, ça ne doit pas être un mot. C'est d'abord notre façon de vivre en République centrafricaine. Et ça ne peut que passer forcément par une constitution. Je crois que la transition va nous en apporter une. Mais là, vous nous parlez de projets. C'est des projets qui sont déjà sur papier ou que vous êtes encore en train de... Ah, si demain matin, on me demandait de sortir le projet, je peux vous montrer une copie. D'accord. Je l'ai conçu, je vais le faire... Mais vous avez du monde avec vous? Vous avez non, une équipe? Écoutez, je ne suis pas dans une dynamique ou bien dans une logique d'élection en ce moment. Mais comme tout cadre centrafricain qui réfléchit, au vu de tout cela, je suis interpellé. Parce que je ne peux pas me dire que je suis cadre et que je ne sois pas en mesure, dans un contexte de liquéfaction de l'État, de proposer quelque chose. Et donc, je viens avec une proposition pour dire, en tant que fils de Centrafrique, au regard de ce que nous vivons, de ce que nous sommes en train de connaître, voilà les propositions de sortie de crise.
Et j'en ai une, justement, qui repose sur ça. Mais avant de parler même d'élections, ou au regard de ce qui se passe, arrêtons-nous pour dire, si les institutions qui ont été mises en place au lendemain du 24 mars nous ont amené le résultat du moment, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec ces élections, avec ces institutions? Est-ce que les uns et les autres n'ont pas encore montré leurs limites au point de vouloir s'arrêter un temps, d'évaluer et de dire qu'est-ce qu'on fait? Et au regard de tout ce que nous vivons, je crois que beaucoup de choses devaient être mises en cause pour que nous redémarrions et achevons cette transition avec une nouvelle équipe institutionnelle, des hommes à même de relancer la machine Centrafrique pour pouvoir achever cette transition et nous amener à des élections. Parce que si on continue avec ce schéma, qui a déjà échoué, avec les mêmes hommes, j'ai bien peur qu'on arrive à la fin, effectivement, complètement épuisé, ou peut-être ce qui a été dans la feuille de route ne soit pas atteint en termes d'objectifs, ou encore ce qui a été consigné dans la déclaration du groupe international de contact ne soit pas mis en œuvre, et ce qui effectivement nous aurait fait perdre du temps, qu'on aurait dû mettre au service de la cause centrafricaine pour pouvoir fonder quelque chose qu'on transmettrait effectivement au lendemain des élections à celui ou celle qui sera là. Donc, mais déjà, j'ai un projet que je suis en train de concevoir comme centrafricain que je proposerai au moment venu. Très bien. Voilà. On espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver au micro de Bangui Wood et que vous nous parlerez plus en détail de ce projet. Mais c'est très clair que le moment venu, à partir du moment où vous m'avez aussi ouvert vos portes, je viendrai, puisque j'imagine que c'est entrouvert, donc je viendrai demander à ce qu'on parle un peu de ça. Mais pour l'instant, je crois que au sortir de la réunion de Paris sur la sécurité, et puis cette réunion spéciale sur la RCA, en ce moment, voilà, aujourd'hui et demain, donc je crois qu'il est clair que nous réussissions la transition, mais je suis de ceux qui pensent que tous ceux qui sont à la tête en ce moment ont montré effectivement un certain nombre de faiblesses qui penchent à ce que nous nous asseyons et qu'on revoie le schéma. Dialogue. Voilà. Pas forcément le dialogue. Non, je ne parle pas de dialogue. Ça, c'est le piège qu'il faut éviter en ce moment. Alors, certains demandent la démission de ce gouvernement. Qu'en pensez-vous? Je ne parle pas de... Est-ce que c'est le gouvernement ou bien ce sont toutes les têtes des institutions qui gèrent la transition? Parce que si ce n'est que le gouvernement, vous pouvez changer autant de monde mais, pour le même résultat. Mais si on n'atteint pas ce résultat... Est-ce que le Premier ministre doit faire un remaniement d'urgence? Le problème n'est pas de faire ou de ne pas faire un remaniement. Qu'est-ce qu'on veut en réalité obtenir? Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le chef de l'état de transition a fait ce qu'il pouvait faire. Le Premier ministre a fait ce qu'il pouvait faire. Le président du CNT a fait ce qu'il pouvait faire. Et que dans le contexte actuel, où il y a un grand toilettage, je m'interroge effectivement si ce sont ces acteurs-là qui doivent nous amener, nous amener à l'échéance de cette transition. Voilà. Un dernier mot pour les téléspectateurs centrafricains et centrafricaines? Dans le contexte actuel, je dirais à mes compatriotes de garder espoir. En ce moment, notre pays traverse une épreuve douloureuse qui nous a touchés tous. Il est question pour nous de rester solidaires, de renforcer en dépit de la situation du moment notre vivre ensemble et avec beaucoup de tolérance, parce que ce qui se passe en ce moment risque de ruiner à terme la nation centrafricaine. Et donc nous devons faire preuve de beaucoup de tolérance, d'accepter nos différences et de créer les conditions de penser un avenir différent de celui que nous vivons. Je ne dis pas que nous devons aller
à une réconciliation sur des mots. Non, bien au contraire. Il faudrait que ce soit une réconciliation mûrie. Une réconciliation qui sera fondée sur la lutte contre l'impunité. Une réconciliation où les deux voisins, après un différend, après que la justice ait fait un passage, puissent dire « j'ai payé vis-à-vis de la société mes dettes et que maintenant on peut continuer à faire le chemin ensemble ». Voilà un peu dans ces contextes ce que j'ai pu dire à mes compatriotes, de ne surtout pas perdre espoir. Demain sera un autre jour. Notre pays sera ce qu'il sera par la volonté de ses enfants. Et aujourd'hui, nous devons mutualiser nos forces, nos moyens pour à nouveau bâtir un État différent, un État de rêve pour nos enfants. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez revoir l'intégralité, bien sûr, de l'interview sur www.bangiewood.com. On vous dit à très bientôt.